Dans le thème 3, corps humain et santé, passons maintenant au chapitre 2, la maîtrise de la reproduction humaine. Nos connaissances sur la reproduction humaine nous permettent de choisir le moment pour devenir parents. Nous sommes capables d'intervenir à différents moments, depuis la fécondation jusqu'à la nidation, pour éviter ou empêcher le déroulement de la grossesse. Nous savons également comment permettre à des couples de devenir parents lorsque cela n'est pas possible naturellement. Commençons dans un grand 1 par faire quelques rappels de 5e sur la fécondation. La fécondation correspond au moment de la rencontre et de la fusion d'une cellule reproductrice femelle, appelée ovule, et d'une cellule reproductrice mâle, appelée spermatozoïde chez les animaux, et grain de pollen chez les plantes à fleurs. Cette fécondation peut être externe, comme ici chez l'oursin, et dans ce cas, les gamètes, c'est-à-dire les cellules reproductrices, sont directement libérées dans l'environnement. Pour que la fécondation soit possible, il faut une synchronisation pour la libération de ces cellules reproductrices entre l'individu mâle et l'individu femelle, afin de favoriser leur rencontre. La fécondation peut également être interne, comme ici entre le coq et la poule. Dans ce cas, le mâle doit déposer ses spermatozoïdes dans l'appareil reproducteur de la femelle pour leur permettre de fusionner avec l'ovule. Ce mode de fécondation nécessite parfois, comme ici chez les mammifères, un accouplement. Alors choisir le moment pour avoir un enfant, c'est également choisir de rendre possible ou non la fécondation. Voyons donc dans un grand 2, la contraception pour éviter la grossesse. La contraception est l'ensemble des moyens utilisés pour empêcher une grossesse. Ils permettent d'éviter la rencontre entre les cellules reproductrices afin d'éviter la fécondation ou d'empêcher la nidation et le développement de l'embryon. L'effet contraceptif peut être obtenu en agissant à un ou plusieurs niveaux de l'appareil reproducteur chez l'homme ou la femme. On distingue principalement 3 modes d'action. Soit empêcher la formation des cellules reproductrices, on empêche l'ovulation, soit empêcher la rencontre des cellules reproductrices, et donc on empêche la fécondation, et enfin empêcher l'anidation, c'est-à-dire l'implantation de la cellule œuf dans la muqueuse utérine. Voyons dans un grand tas quelques méthodes qui permettent d'éviter la formation des cellules reproductrices. La contraception hormonale empêche la production d'ovules par l'ovaire. En effet, les moyens de contraception qui utilisent des hormones de synthèse, les œstrogènes et la progestérone, diffusent une dose importante et constante d'hormones dans le sang qui vont agir sur les organes cibles, c'est-à-dire les ovaires ou l'utérus, pour bloquer l'ovulation et parfois l'épaississement de la muqueuse utérine. Ces méthodes de contraception se présentent sous diverses formes, comme les pilules, l'implant, le patch ou l'anneau vaginal. Ces méthodes de contraception sont très efficaces si le mode d'utilisation est bien respecté. Cette contraception est généralement délivrée sur ordonnance et elle nécessite un suivi médical. Voyons maintenant dans un grand B comment éviter la rencontre des cellules reproductrices. On peut éviter la formation d'une cellule œuf en empêchant la rencontre des cellules reproductrices. Les préservatifs, masculins ou féminins, ainsi que les diaphragmes et les capes cervicales, constituent des barrières efficaces empêchant la progression des spermatozoïdes jusqu'à l'ovule. Les spermicides sont des agents chimiques qui vont détruire les spermatozoïdes avant qu'ils ne passent le col de l'utérus. Je tiens à signaler ici que le préservatif masculin
est le seul à permettre de lutter efficacement contre les infections sexuellement transmissibles comme le sida. Ces moyens de contraception qui utilisent les hormones présentent donc le meilleur taux d'efficacité à plus de 99%. Cependant, ils ne protègent pas tous contre les infections sexuellement transmissibles. D'autres moyens de contraception vont empêcher l'anidation. Il s'agit en fait d'une seule méthode, la méthode avec stérilet ou dispositif intra-utérin. Le stérilet va avoir une action chimique toxique sur les spermatozoïdes, mais aussi une action mécanique qui empêche le développement normal de la muqueuse utérine. On trouve deux types de DIU. Les DIU au cuivre, ici, où la présence du cuivre va avoir l'action chimique toxique sur les spermatozoïdes, ainsi que le DIU avec présence d'un diffuseur d'hormones, donc le DIU hormonal. Et ce sont les ailettes, ici, différents types d'ailettes, qui, en contact avec la muqueuse de l'utérus, associées aux hormones dans le cas du DIU hormonal, vont limiter l'épaississement de la muqueuse et donc empêcher l'anidation. Lorsqu'un rapport sexuel n'est pas protégé ou mal protégé, comme lorsque le préservatif se déchire ou s'enlève, il faut utiliser un contragestif qu'on appelle la pilule du lendemain. Il va donc empêcher la gestation. Son efficacité est directement liée à la rapidité de la prise, c'est-à-dire dans les 3 jours après le rapport sexuel non protégé ou mal protégé. Cette pilule du lendemain délivre une très importante dose d'hormones qui va agir très rapidement sur les 2 organes cibles, à savoir l'utérus en décollant la muqueuse de l'utérus afin d'interrompre la grossesse et de provoquer les règles, et sur l'ovaire en empêchant le développement d'un nouveau follicule et en bloquant l'ovulation. Il s'agit donc d'une méthode d'urgence qui ne doit en aucun cas être utilisée comme moyen de contraception. Enfin, il existe une stérilisation à visée contraceptive qui est un acte chirurgical permanent et irréversible. Chez la femme, les trompes vont être soit obstruées ou bouchées, soit sectionnées. Chez l'homme, ce sont les canaux déférents qui seront sectionnés. Il existe enfin des méthodes dites naturelles dont l'efficacité est moins importante puisqu'elle tombe à 80%. Parmi ces méthodes naturelles, on retrouve la méthode du retrait qui consiste à retirer le pénis avant l'éjaculation, ou encore la méthode du calendrier qui consiste pour la femme à déterminer sa période de fécondité les 5 jours avant l'ovulation et les 3 jours après l'ovulation. Pendant cette période, elle n'aura pas de rapport sexuel afin d'éviter la fécondation. Il existe enfin la méthode symptothermique qui consiste à relever sa courbe de température corporelle pour déterminer le moment de l'ovulation. En effet, au moment de l'ovulation, la température du corps va augmenter à environ 38 degrés Celsius. Ces moyens de contraception non hormonaux présentent un taux d'efficacité de l'ordre de 85 à 90%, sauf pour le DIU qui a une efficacité proche de 95%. Cependant, aucun de ces modes de contraception ne protège des infections sexuellement transmissibles. Lorsqu'un couple tente d'avoir un enfant depuis au moins 2 ans sans y parvenir, les médecins peuvent mettre en place une procréation médicalement assistée. L'équipe médicale va alors prendre en charge le couple, procéder à différents tests afin de déterminer l'origine de l'infertilité dans le but de proposer une solution adaptée. Voyons donc les causes possibles d'une infertilité. Chez la femme,
Les causes peuvent être liées à l'endométriose, c'est-à-dire le développement anarchique de la muqueuse utérine sur les autres organes à proximité, des malformations congénitales, c'est-à-dire héréditaires, une maladie infectieuse qui provoque une stérilité, parfois seulement temporaire, ou alors des anomalies de fonctionnement ou anatomiques. Par exemple, la fertilité ici peut diminuer en fonction de l'âge. La femme est d'autant plus fertile qu'elle est jeune et la fertilité devient moins facile à partir de 40 ans. Parmi les anomalies de fonctionnement, on retrouve ce qu'on appelle l'ovaire polykystique. En effet, au moment du développement d'un follicule, avant de produire l'ovocyte, le développement s'interrompt et le follicule dégénère en kyste. Il n'y a donc pas d'ovulation possible et un ovaire qui peut devenir douloureux. On retrouve également des anomalies anatomiques au niveau des trompes et de l'utérus. Dans cette échographie, on remarque qu'on peut voir assez nettement l'ovaire droit et la trompe droite. Par contre, il est très difficile de distinguer l'ovaire gauche. Il peut s'agir d'une obstruction ou d'une malformation qui empêche donc la rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovule. Chez l'homme, la stérilité est aussi liée à l'âge, mais aussi à la qualité du sperme. En effet, si les spermatozoïdes sont peu nombreux et ou mal formés comme ici avec 2 flagelles, leur mobilité n'étant pas suffisante, ils n'atteignent pas l'ovule. On peut également rencontrer comme cause de stérilité les troubles de l'érection et de l'éjaculation. Donc pour répondre aux demandes de ces couples stériles et les aider à concevoir un enfant, les médecins vont faire une série de tests chez la femme et chez l'homme et chercher les techniques les plus appropriées pour résoudre leurs problèmes. Voyons donc les solutions qui peuvent être proposées. 2 solutions sont généralement proposées, l'insémination artificielle et plus tard, ou alors, la fécondation in vitro. Dans le cas de l'insémination artificielle, elle est préconisée lorsqu'il s'agit d'une stérilité masculine. En effet, on prélève un échantillon de sperme de l'homme et on va directement l'injecter dans l'utérus de la femme. C'est souvent la première méthode qui est essayée lors d'un traitement de l'infertilité. Si cette méthode ne fonctionne pas, on peut alors proposer au couple une fécondation in vitro avec transfert d'embryon. On l'appelle FIVET. Dans ce cas, on va stimuler grâce à des hormones les ovaires afin de récolter un plus grand nombre d'ovocytes, d'ovules. On va également recueillir le sperme de l'homme et on va les mettre artificiellement en contact au laboratoire, c'est la fécondation in vitro. Ainsi en contact, l'ovule et les spermatozoïdes vont former des cellules œufs qui vont se développer en embryons. Au bout de 48 heures, on sélectionne les embryons viables et on va en implanter au moins 2 ou 3 dans l'utérus de la femme afin de favoriser leur nidation. En cas de succès donc de la fécondation, les embryons implantés sont promus à une nidation et donc à un déroulement d'une grossesse. En conclusion, on a pu voir qu'il existe une grande diversité de contraceptifs, ce qui permet à chacun de choisir celui qui lui convient le mieux. Ces méthodes sont induites de la connaissance du fonctionnement des appareils reproducteurs masculins et féminins, ainsi que des processus de la fécondation et de la grossesse. Ainsi, aujourd'hui, les femmes en particulier ont le pouvoir de décider du moment où elles concevront un enfant. Mais cela n'a pas toujours été le cas, et je vous rappelle par ce document que jusqu'en 1977, la contraception, l'utilisation de contraceptifs était illégale en France. La contraception est devenue autorisée et gratuite qu'en 1967.
Et l'IVG, c'est-à-dire l'interruption volontaire de grossesse, n'a été autorisée qu'en 1975. Elle a été rendue gratuite en 1982.